à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, un peu crossover entre Pour une poignée de review, le podcast à review thématique, et Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Aujourd'hui, Jean-Michel et moi allons vous parler du dernier roman graphique, BD, comics, appelez ça comme vous voulez, de George Takei, They Called Us Enemy. Bonjour Jean-Michel, comment ça va ? Ça va bien, bonjour tout le monde. Avec plaisir de parler, je suis vraiment content de pouvoir parler de George Takei, Takei ou Takei, ouais, et il nous appelle des ennemis, hein, ce sera ça la traduction en français. C'est vraiment un très chouette roman graphique, hein, on va utiliser ce terme-là. Ouais, oui, si tu veux, ok. Avant justement de parler directement du livre et de son contenu, je pensais proposer à nos auditeurs et auditrices de les renseigner sur nos raisons, à tous les deux, d'avoir lu ce livre en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi ? Bon, évidemment, comme tes auditeurs le savent probablement, je suis un fan de Star Trek, hein, et donc voilà, je connais George Takei depuis longtemps, puisque c'est celui qui a interprété Sulu dans la série d'origine. Et ça, c'est ma raison de base, mais c'est vrai que donc je suis professeur de japonais et je suis marié à une japonaise, j'ai des enfants japonais, donc je m'intéresse beaucoup à l'histoire du Japon. Et cette partie-là spécifiquement, c'est vrai que je me suis demandé un peu comment l'aborder avec mon fils. Bon, il a 8 ans, donc je dirais que pour l'instant, la bande dessinée est un peu trop difficile pour lui, mais dans quelques années, je pense que c'est vraiment une bonne bande dessinée à lire avec lui ou à lui mettre dans les mains et dire lis ça et tu verras. Enfin, ça te mettra au courant du passé des Japonais aux États-Unis, quoi, sur cette page de l'histoire. Ouais, tout à fait. Mais comme tu dis, bon, c'est pas une violence graphique, mais c'est assez dur à lire, ouais. C'est pour public avisé. Mais c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer ce livre. Bon, il n'a pas été traduit en français encore, mais on pourrait tout à fait l'imaginer en 6e ou 5e être lu en cours de français vers 10-12 ans par là. Oui, moi, s'il le traduisait, je pourrais aussi le recommander à mes élèves, hein. C'est vrai que oui, dans ma famille, on lit tous l'anglais aussi, y compris mon fils. Donc c'est vrai que je me suis même pas posé la question, mais oui, pour mes élèves du cours de japonais, je parle quand même de l'histoire du Japon, surtout dans les premières années, parce que je pense qu'il faut avoir un minimum de connaissances générales quand on apprend une langue. Et c'est vrai que ce serait carrément l'utiliser dans une classe, ça pourrait franchement le faire, hein. Puis bon, ça se lit assez rapidement. C'est contenu assez dense, mais je crois que je l'ai lu en 2 ou 3 étapes. Enfin bref. Pour ma part, moi, c'est comme tu disais par rapport à George Takei, vu que je suis gros fan de Star Trek, hein, j'ai appris il y a peut-être 2 ans, qu'il y avait eu ces camps d'internement japonais aux États-Unis. On va revenir sur l'histoire un peu plus tard. Et quand j'ai appris ça, ça m'a méga choqué. Et je sais plus, j'ai appris en début d'année, je crois, que Takei sortait un livre, donc c'est une autobiographie qui raconte son enfance dans ces camps d'internement. Et quand j'ai appris ça, de suite j'ai précommandé le bouquin. Il est sorti début juillet, je crois, début juillet 2019 par là. Et voilà, du coup c'était une lecture assez importante à faire pour moi. Bon, moi mes enfants sont carrément trop jeunes, hein, 9 mois et 4 ans, c'est beaucoup trop tôt pour leur parler de ça. Mais c'est, ouais, comme tu disais, c'est la portée, j'ai perdu le mot, pour apprendre est très importante et très bonne. Ouais, moi, je pense que une des raisons pour laquelle je la lis pas à mon fils, c'est pas tant la dureté émotionnelle. C'est vrai qu'il y a des passages difficiles, mais bon, j'ai déjà parfois abordé. Enfin bon, ça dépend, ça dépend les parents aussi, hein. Enfin, je suis pas dans l'optique que de lui lire les bisounours non plus, hein, donc juste parce qu'on vit pas dans un monde de bisounours, mais je pense aussi que la difficulté du livre vient du contexte géopolitique, historique. Beaucoup de gens, enfin voilà, il faut déjà avoir beaucoup d'éléments en tête, enfin pour bien comprendre l'histoire. Voilà, pas forcément les enfants, la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai qu'on commence à en parler, mais en plus c'est quand même bon quand un enfant métis japonais, la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un sujet qu'on aborde sur la pointe des pieds, hein. Parce que bon, évidemment ici ça présente le côté où les Japonais sont des victimes aux États-Unis, mais je veux dire c'est difficile de parler de ça sans parler de l'autre côté non plus, hein. Oui. Mais oui, moi je voulais quand même dire que
C'est pas avec George Takei que j'ai découvert ces camps de concentration, parce que je pense que c'est parce que je suis un peu plus vieux que toi. T'as une trentaine d'années, hein, toi. Mhm. Donc, ouais, c'est ça. Moi, j'ai une dizaine de plus. Donc, j'ai grandi avec un autre film, et c'est un film je voulais aussi en parler parce que c'est un film qui historiquement a choqué les gens avec ça, parce que le peuple américain ignorait totalement l'existence de ces camps de concentration, hein. C'était quelque chose dont on ne parlait pas. Mais c'est pas George Takei qui en a parlé en premier. Le premier qui en a parlé, c'est Karate Kid. Et évidemment, Karate Kid, ça a été un énorme succès dans les années 80. Moi, je l'ai vu quand il est sorti. Je devais avoir je sais plus exactement, peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Et si on regarde Karate Kid, donc il y a Miyagi Sensei dans Karate Kid. Et à un moment, Miyagi Sensei pleure parce que c'est l'anniversaire du décès de sa femme. Spoiler pour Karate Kid, hein, bon. Le film est sorti à 40 ans, hein, tant pis. Mais Miyagi Sensei, donc le professeur de karaté. Oh, j'espère que vous avez tous vu Karate Kid quand même. Mais bon, bref, il pleure et il explique que sa femme et ses enfants sont morts. Et alors il dit, ben oui, moi je me battais sur le front du côté américain, mais pendant ce temps-là, ma femme était dans un camp de concentration aux États-Unis et ils sont morts, le bébé et la femme sont morts pendant l'accouchement. À cause justement, c'est implicite à cause des conditions du camp de concentration, évidemment. Et évidemment, donc, Karate Kid a été un énorme succès. Et quand les Américains arrivaient à cette scène, ils étaient là, mais de quoi ils parlent, quoi, c'est quoi cette histoire? Ils n'avaient jamais entendu ça, donc ça a choqué tout le monde. Et c'est comme ça que l'idée qu'il y a eu des camps de concentration pour les Japonais aux États-Unis est rentrée dans la conscience collective grâce à Karate Kid. Et c'est comme ça que moi j'en ai entendu parler pour la première fois. Ouais. Ouais, le film, bon, je l'avais vu enfant, mais je m'en souvenais pas du tout de ce passage, et je l'ai revu il y a quelques mois, courant de l'année, là, en début d'année, je crois, et pareil, ça m'avait surpris, j'avais été là, oh punaise. Mais d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le bouquin parce que les Japonais sont transportés de manière hyper discrète dans des trains sur lesquels on cache les fenêtres. Et voilà, et légalement, tout est discret, tout est chuchoté, murmuré. Personne n'est au courant en fait de ce qui est en train de se passer. Et plus tard, les affaires sont étouffées par les politiciens, ce genre de choses. En fait, ils ont évité le sujet pendant très très longtemps, et jusqu'à ce que ça ait fini par éclater. Et maintenant, c'est plus du tout un secret. Et enfin, voilà, c'est su, connu et reconnu. Et je trouve ça très très important. Mais c'est vrai qu'en Europe, par exemple, je pense que très peu de monde était au courant de ce genre de choses, hein. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir, par exemple, en cours d'histoire, d'avoir appris ces choses-là durant les cours sur la Seconde Guerre, hein. Ouais, mais bon, enfin bon, je suis prof de japonais. Enfin bon, évidemment, je connais pas bien autant le programme français, mais mes élèves qui sont des adultes, quand ils arrivent au cours, ce qu'ils ont vu à l'école sur le Japon, il y a des volcans au Japon. Je pense que ça se limite à ça. Et des tremblements de terre. Ouais, des tremblements de terre. Malheureusement, on n'apprend pas grand-chose sur l'Asie, hein, les programmes scolaires occidentaux. Donc, même quand tu fais la Seconde Guerre mondiale, tu vois surtout Hitler, etc. Mais tu fais pas tellement le front de l'Est. On mentionne que les Japonais sont méchants, probablement. Mais voilà. Mais le degré d'ignorance qu'on a sur l'Asie est assez. Bon, après, est-ce que c'est un grand problème? Enfin, je pense à une époque où la Chine est la deuxième nation du monde et qu'elle va peut-être devenir la première, où la Corée est en train de monter, etc. Enfin, où le pouvoir est en train de shifter vers l'Asie. Je crois qu'il serait temps que les gens apprennent un peu plus sur l'histoire de l'Asie pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, les programmes scolaires, ils ne se sont pas encore adaptés de ce côté-là, je dirais. Ouais, ça viendra peut-être avec le temps, mais bon, c'est peu probable. Je te propose de commencer à parler du roman directement. Bon, à savoir évidemment que George Takei n'est pas le seul auteur sur ce bouquin. Il est épaulé au scénario par Justin Eisinger et Stephen Scott, donc ils sont trois à avoir écrit l'histoire. Et le dessin est performé par Harmony Baker. Petite parenthèse, la victoire du jour. Justin Eisinger a retweeté le message que j'ai posté l'autre jour en disant qu'on faisait une émission là-dessus. C'est chouette. Ouais. C'était rigolo. Mais bon, je pense pas qu'il parle français.
Enfin, je lui ai pas demandé. On parle un petit peu du dessin avant d'entrer profondément dans l'histoire. C'était un dessin un peu style manga, assez simplifié, très axé sur les émotions, le ressenti des personnages. Ouais, Pas, je sais oui, pas si c'est vraiment un style manga. Tu trouves que c'est un style manga? Ouais, je sais pas. j'en sais rien. Je suis pas hyper doué. À part les comics purement super-héroïques, je connais pas trop la BD américaine. Je sais pas, En fait, tu dis ça. Alors, c'était la remarque raciste du jour. Tu oui, dis ça voilà. parce qu'il y a des Japonais dedans. Donc, il y a des Japonais qui sont décidés dedans. Style manga. Ah non, parce que dans les mangas, ils ont les yeux ronds. Euh, Ouais. c'est encore plus raciste. Non, mais je sais pas. Bon, un style très simplifié. Il y a très peu de décors. Mais voilà, c'est très. Moi, j'aime bien. C'est super sympa. Ouais, moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est justement que la dessinatrice a réussi à faire des personnages qui ont vraiment l'air japonais, Hmm. sans en faire des caricatures, comme on peut voir ailleurs. Et c'est pas si facile, hein. Et en même temps aussi, souvent, c'est un problème que j'ai souvent avec les dessinateurs en Occident, qui font des livres, par exemple sur le Japon, mais ils les dessinent un peu trop comme les Chinois. C'est pas évident pour le dessinateur de capter les nuances, de, du physique japonais par rapport à chinois, ou dans, dans, dans les postures, etc. Tandis qu'ici, je trouve qu'elle a vraiment, enfin, même si un graphisme assez simplifié, épuré, comme tu disais, elle capture vraiment bien les visages japonais sans que ce soit voilà, une caricature d'asiatique. En gros, ça c'est vraiment génial, hein, parce que franchement, je pense que c'est dur à faire d'un point de vue dessin. Et aussi, c'est vrai que je trouve que là où ça se voit particulièrement, c'est quand elle dessine George Takei à toutes les étapes de sa vie, c'est-à-dire qu'on le reconnaît à chaque fois, puisqu'on connaît bien son visage. Elle a vraiment réussi à dessiner George Takei enfant et à différentes étapes de sa vie, de manière assez réussie, je trouve. Enfin, moi, j'étais assez impressionné en fait par le style graphique de la bande dessinée. Ouais, le charisme du père, j'aime beaucoup son père. Tout au long. Ouais, c'est les deux personnages qu'on suit principalement, donc Georges Takei et son père. C'était vraiment très chouette. Bon, alors, je pense que Georges Takei a été épaulé donc par Essinger et Scott. Probablement à cause de son âge, il devait surtout apporter les éléments historiques et les deux autres auteurs ont dû euh, coucher ça sur papier, je sais pas. Et puis bon, il doit probablement manquer de temps avec tout ce qu'il a à faire. Enfin bref, c'est pas. Quoi, tu veux dire qu'il a pas réellement écrit le truc? Mais pas tout seul. C'est Après, comme, peut-être, mais je sais c'est pas. comme les bouquins de Shatner dans les collections Star Trek, qui sont écrits par Rhys Stevens, le couple Rhys Stevens. C'est toujours Shatner a donné une idée, ils se sont parlé au téléphone, et puis Rhys Stevens écrit le reste du bouquin. Une fra- Ouais, non. D'une phrase, on fait un bouquin de 500 pages. Non, Ouais, mais c'est là, ça. je pense qu'il était très impliqué, c'est pas la question. Mais enfin, je suppose que si c'est épaulé de deux auteurs, c'est que il devait probablement pour structurer, pour mettre vraiment. Enfin bref, bon, c'est pas important en fait. Mais bon. C'est toi Euh, qui as mis ça sur le tapis, hein. Ouais, Ouais. mais je suis très maladroit aujourd'hui, hein. Je dis des trucs racistes et méchants, alors que j'adore les Japonais, hein. Je déconne. Enfin bref, ça part mal. La structure. Donc, on a Georges Takei qui nous raconte en fait, étape par étape, son enfance déjà dans un grand premier temps. Ça prend les trois quarts du livre, son enfance. Alors, il avait 4 ans lorsque les Japonais de la côte ouest ont commencé à être internés dans les camps de concentration. Et il nous raconte son enfance, son point de vue, mais il apporte très rapidement le point de vue et le ressenti de son père, parce qu'il explique de suite que il avait 4 ans, donc il passait plus de temps à jouer et à sociabiliser avec les autres enfants, plutôt qu'à réellement comprendre ce qui se passait. Et je trouve ça assez important, assez intéressant parce qu'en fait, on appuie, je sais pas comment dire, on appuie bien le fait que l'environnement influence insidieusement l'esprit des enfants. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de ce qui se passe, mais
c'est quelque chose qui va les marquer à vie, évidemment, et qui va les toucher profondément, plus profondément qu'ils ne s'en rendent compte sur le coup. Et à côté de ça, donc on a le père qui essaye de se battre pour améliorer le quotidien de sa famille et de sa communauté et de tous les Japonais de manière générale au fur et à mesure des mois et des semaines qui passent, des semaines et des mois qui passent. Et ça aussi, c'était super chouette parce que on voit que avec de la politique, on peut faire avancer beaucoup de choses. Et il y a d'ailleurs pas mal de sujets, de moments de discorde plus tard dans l'adolescence et la jeune adultesse, je sais pas comment on dit, de George Takei. On voit des disputes entre George et son père, dans lequel il lui dit mais pourquoi vous avez pas pris les armes, et son père qui explique que ça n'aurait servi à rien. Et voilà, donc on ne sait pas vraiment ce qui se serait passé, évidemment, mais j'ai trouvé ce livre plein de très bons, très explicatifs dans les nuances qu'il fallait faire pour arriver à composer au quotidien, arriver à vivre, quoi. Ouais, en fait, le fait que ce soit des Japonais qui vivent sur la côte ouest, c'est pas un hasard, hein. Ils n'ont pas tiré à la courte paille ou je sais pas qu'une pièce. C'est pour des raisons historiques, hein. Si on revient en arrière, je dis toujours, vous avez tous vu des films de cow-boys, vous savez bien que c'est les Chinois qui ont construit la voie ferrée. On voit toujours des scènes avec des Chinois qui construisent des voies ferrées, etc. Donc, en fait, au moment de la période des cow-boys, c'est vrai que les Américains occidentaux qui migrent aux États-Unis, ils vont vers l'ouest, hein, vers le Far West. Mais en réalité, ils font venir des immigrés. Mais ces immigrés-là, c'est des immigrés asiatiques. Et les immigrés asiatiques, ils n'ont pas de raison d'aller vers l'ouest. Ils viennent de l'autre côté. Donc, les immigrés chinois, ils arrivent où? Ils arrivent sur la côte ouest des États-Unis. Et donc, en fait, ils arrivent principalement en Californie. Mais alors, l'astuce, c'est qu'évidemment, à un moment, les Américains vont considérer qu'il y a trop de Chinois aux États-Unis, et donc c'est ce qu'on va appeler le péril jaune, hein, et donc ils vont interdire l'immigration chinoise. Mais comme ils ont quand même besoin de main-d'œuvre, pendant un certain nombre d'années, ils vont faire venir des Japonais. Les Japonais vont se substituer aux Chinois parce que les Chinois ne peuvent plus y aller. Et ils vont faire, c'est les Japonais qui vont immigrer. Encore une fois, les Japonais n'ont pas de raison d'aller du côté de la côte est, donc ils vont aller du côté de la côte ouest, et principalement, le port d'arrivée, ça va être la zone d'arrivée, ça va être la Californie. Après, les Américains vont se rendre compte que les Japonais ressemblent aux Chinois et que c'est aussi le péril jaune, et donc ils vont interdire l'immigration japonaise aussi. Mais c'est pour ça qu'on a énormément de grandes communautés japonaises sur la côte ouest des États-Unis, particulièrement en Californie. Donc c'est vraiment pour des raisons historiques. Et pour l'anecdote, évidemment, quand on va interdire l'immigration des Japonais aux États-Unis à ce moment-là, quand les États-Unis vont faire ça, les Japonais vont devoir immigrer ailleurs. Ils vont immigrer au Brésil, où ils vont travailler dans les plantations là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de Japonais au Brésil, hein. Il y a 2 grands lieux d'immigration japonaise, hein, Hawaï, qui est aux États-Unis maintenant, et le Brésil. Et donc il y a énormément de Japonais au Brésil, et c'est pour ça qu'on a le jujutsu brésilien, pour ceux qui se posent des questions, parce qu'évidemment dans ces immigrants japonais au Brésil, il y a eu des profs de judo, et puis la famille Gracie a modifié le judo et ça a donné le jujutsu brésilien. Mais tout s'explique en gros. Mais on n'aurait pas peut-être pas eu le jujutsu brésilien si les Américains n'avaient pas été aussi racistes et n'avaient pas interdit l'immigration chinoise et japonaise à ce moment-là, quoi. Mais donc c'est pour ça que la famille de George Takei est en Californie. Ouais, c'est toujours excellent d'avoir un prof d'histoire, d'un prof, des petits cours d'histoire comme ça, très intéressant. Donc on évolue étape par étape. D'abord la petite enfance de George Takei, puis jeune adulte lorsqu'il se rend compte et qu'il commence à se révolter, mais en même temps de ça, qu'il commence à devoir travailler pour vivre. Et une histoire plus récente, 2017 je crois c'était daté, dans laquelle on le voit à la fois faire des conférences et être invité à Hyde Park dans la maison de, je vais dire une bêtise, Roosevelt. Ouais, je pense bien que c'était Roosevelt. Ouais. Dans la maison de Roosevelt. Donc, en fait, Roosevelt était en charge au moment où les Japonais ont été mis en camp. Et en fait, voilà, en 2017, il a été invité dans cette maison pour s'exprimer à ce propos, et il explique que c'est un impact très fort, que voilà, c'était nécessaire, bien que ça arrive 60 ans plus tard. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement surpris ou choqué dans
dans ce long témoignage qui est à la fois surprenant et choquant déjà de base. Mais est-ce qu'il y a une petite bribe d'histoire qui t'aurait particulièrement marqué? Ouais, enfin, moi je suis un peu un cas particulier vu que je connaissais déjà bien l'histoire, donc pour moi ça a juste mis des images sur les événements. Et bon, je connaissais déjà assez bien les événements de la Seconde Guerre mondiale, donc je peux pas dire que j'étais surpris par ce que j'ai lu. Ouais, peut-être juste dire quand même qu'effectivement ils ont mis les Japonais dans des camps, enfin, avant qu'on les mette dans les camps, etc. Les réactions extrêmement racistes qui a eu lieu aux États-Unis, hein, les magasins qui interdisaient en disant No Japs, pas de japonais. Il y a pas mal de photos qui circulent sur Internet qu'on peut voir avec des violences à l'encontre des Japonais, qui sont évidemment des Japonais qui sont là depuis une ou deux générations. Hein, donc enfin, voilà, on les punit alors qu'ils sont pas du tout responsables. C'est vrai que bon voilà, c'est toujours le racisme. Et évidemment, Georges Takei, ça on le sait bien, il rapproche ça d'événements contemporains, particulièrement quand les images assez scandaleuses qu'on a vues de Trump qui a mis les immigrés qui viennent du Mexique dans des camps avec des cages, quoi. Et ça, c'est les mêmes événements ou les mêmes images qui reviennent, alors qu'on pense que tout ça a été fini depuis longtemps, évidemment. Il y a ça qui me plaisait bien, et puis aussi je me demandais est-ce qu'il allait aborder puisque évidemment je pense que la plupart des gens le savent, mais enfin, en tout cas les fans de Star Trek le savent, mais George Takei est homosexuel. Je me demandais s'ils allaient aborder ça, parce que moi c'est un des trucs en fait que j'aime bien, c'est un point positif pour moi, parce que je me demande toujours comment en parler avec mon fils, etc. Et je me dis en fait je l'initie déjà à Star Trek, et avoir quelqu'un qui l'admire, parce qu'en plus évidemment George Takei est japonais, donc il s'identifie directement à George Takei quand il regarde la série d'origine, Sébastien, mon fils. Mais alors en plus, s'il est homosexuel, d'avoir quelqu'un qu'il admire, qui est homosexuel, c'est vraiment génial, quoi, comme pour l'encourager à ne pas avoir de réaction homophobique, évidemment. Et donc je me demandais, tiens, mais en fait dans le livre ils en parlent juste un petit tout, mais de manière très, j'ai bien aimé en fait, hein, mais très subtile comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment on le voit avec son mari et puis il dit juste c'est mon mari, mais ils n'en font pas tout un plat du tout. C'est juste une. Enfin voilà, il présente son mari et puis voilà, mais il n'insiste pas sur ça. Alors que bon, George Takei est quand même célèbre pour ça, parce qu'il a fait son coming out de manière assez claire et explicite. C'est quelque chose de bien connu. Ouais. Ouais, c'est fait sur une ou deux pages, enfin une page même. Et c'est vrai que pareil, j'attendais un petit peu ce moment. Et ouais, c'est paf, ça passe et puis on passe à autre chose. Et ça, c'est hyper positif de le faire de cette manière. Après, bon, c'est pas forcément le sujet de l'histoire, donc peut-être qu'il pourrait revenir sur un autre livre sur comment vivre son homosexualité, parce qu'elle a été cachée pendant très très longtemps. Il a été outé contre son gré, et peut-être qu'il pourrait éventuellement revenir là-dessus un jour. Moi, il y a un passage qui m'a particulièrement marqué et touché. Ben justement, c'est un peu après une de ces altercations entre Georges et son père, durant lequel Georges dit mais pourquoi vous n'avez pas combattu, tout ça. Son père lui explique qu'à un moment, en fait, il y a eu toute une liste de questions qui ont été posées aux Japonais pendant leur internement, et notamment deux qui leur demander s'ils étaient prêts individuellement à servir les États-Unis, les forces armées des États-Unis, et une autre s'ils étaient prêts à, je sais plus exactement, jurer allégeance totale et même couper tous les ponts, je crois, avec le Japon, il me semble, un truc comme ça. Et il y avait, donc on pouvait répondre seulement par oui ou par non. Et il y a plusieurs catégories de personnes qui se sont présentées. Du coup, les personnes qui disaient non aux deux questions, notamment le père de George Takei, et les personnes qui disaient oui aux deux, et les personnes qui disaient oui non. Et en fait, Georges explique à son... pas Georges. Le père de Georges lui explique que voilà, la plupart des personnes qui répondaient oui à la première question étaient envoyées sur le front en Europe, et que c'était également en fait pour eux une manière de se battre, et qu'il y avait
aussi des personnes donc, qui disaient oui à la première, mais qui disaient non à la deuxième, ben, eux, ils étaient envoyés en prison. Et ces 3 cas de figure, quelque part, en fait, étaient des figures de résistance face à ce qui se passait à l'internement des Japonais. Donc, ça servait... ben, les personnes qui restaient dans les camps, comme le père de Georges, pouvaient continuer d'user de leur influence au jour le jour, au quotidien. Ceux qui partaient en prison faisaient du bruit et montraient manifestement, physiquement, leur désapprobation. Et ceux qui partaient sur le front partaient se battre pour les États-Unis en disant on est quand même fiers d'être américains, ce qui continuait de nuancer les choses et qui a servi en fait à faire avancer les choses. Et c'est vrai que quand on est jeune, moi, enfin sur le coup, quand on voit Georges Takei crier sur son père, c'est pas possible, pourquoi vous avez laissé faire ça? Ben je me disais, mais oui, c'est vrai, pourquoi? Voilà. Mais ça, c'est parce qu'on est jeune et qu'on manque d'expérience et qu'on a envie de mettre le feu partout, de tout brûler. Et je trouve ça très intéressant d'avoir appuyé également ce propos, dire que la résistance, elle passe par plein de manières d'être et de faire. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, et puis bon, oui, enfin voilà, pourquoi c'est important de se souvenir de tout ça? Ben, ça montre quand même, je pense que les gens, même chez nous, oui, chez nous, on sous-estime le racisme anti-asiatique. En fait, les gens chez nous ont souvent l'impression qu'il n'y a plus de racisme anti-asiatique ou que ça n'existe pas. Et c'est assez compliqué la question du racisme anti-asiatique parce que le problème, c'est que le racisme, la forme que ça prend chez nous, c'est la forme dont on appelle ça le racisme de la bonne communauté. Hein. Donc les Asiatiques, particulièrement les Chinois, sont des bons immigrés. Ils travaillent dur, ils se plaignent jamais, ils sont bons en maths. Il y a tous des clichés comme ça, mais le problème, c'est qu'évidemment, c'est quand même une forme de racisme, même le racisme qui se vaudrait le racisme de la bonne communauté, parce qu'en fait, c'est un racisme qui est mobilisé par l'extrême droite. Hein. Pourquoi? Parce qu'évidemment, s'il y a une bonne communauté, c'est pour contraster par rapport à une mauvaise communauté immigrée. Hein. Et donc, moi, une fois, je rencontrais quelqu'un qui votait extrême droite et en apprenant que j'étais prof de japonais, il me disait au moins les Japonais, eux, c'est pas des voleurs. Hein, c'est ça. Ouais. C'est assez typique de la réaction du discours extrême droite du racisme anti-asiatique. Hein, mais oui, donc voilà, voir comment ça s'est développé jusqu'à maintenant, c'est super important. Et aux États-Unis, parce que parfois on dit, ben voilà, c'est bien que sur la passerelle de l'Enterprise, il y a un Japonais, il y a un Russe, il y a une femme noire, mais on se rend pas compte d'où on venait au moment où ça s'est produit et à quel point ça pouvait être extraordinaire. Bon, évidemment, on se rend souvent mieux compte avec Michel Nichols, parce qu'évidemment, on est beaucoup plus éduqué sur les histoires de Martin Luther King, etc. Bon, d'une certaine façon, Gene Roddenberry, il était quand même vraiment en avance sur son temps pour oser faire quelque chose pour mettre un japonais sur une passerelle. Encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est en fait révolutionnaire. Là. Même aujourd'hui, donner un rôle comme ça à un japonais, c'est encore sortir des clichés parce que alors qu'on est 50 ans après la série d'origine, quelque chose comme ça, même plus. Ouais. Parce que à l'heure actuelle, si un acteur est asiatique, il a 2 possibilités. Soit on va le stéréotypé dans le rôle de l'acteur donc d'un personnage de kung-fu, quelqu'un qui fait du kung-fu, ou l'autre stéréotype, c'est l'adolescent qui est fort en maths et qui adore les ordinateurs. Et il sera jamais présenté comme un potentiel love intérêt romantique pour un personnage féminin, parce que les hommes asiatiques sont pas très sexy apparemment. Donc ça sera toujours le cliché, quoi. Soit un héros de kung-fu, soit un adolescent nerd sur son ordinateur. C'est les 2 potentiels, comme si les Chinois ils faisaient jamais que ça, quoi. Et présenter les Japonais ou les Asiatiques dans les films à Hollywood à l'heure actuelle dans un autre type de rôle, où ce serait quelqu'un qui ferait autre chose, je sais pas moi, qui serait un peintre qui serait le personnage duquel une femme sera attirée dans l'histoire, ça reste encore totalement exceptionnel. C'est un des trucs assez marrants. Les hommes asiatiques sont jamais présentés comme des personnages attractifs d'un point de vue masculin, parce qu'évidemment on a toutes ces représentations racistes du type les Chinois sont efféminés, etc. Et donc c'est encore fou de se dire que 5 ans après la série d'origine,
la manière dont Sulu est présenté dans la série est encore en fait finalement révolutionnaire. Mais bon, dans Star Trek, ils l'ont fait tout le temps parce que c'est Star Trek, quoi. Ils ont eu Harry Kim dans Voyager, dans le reboot de Star Trek au cinéma, on a eu l'acteur coréen là, dont j'oublie le nom maintenant, mais John Cho. ouais, John Cho. Ouais. Et Harry Kim, bon, il entretient un petit peu ce cliché, mais par contre, on a eu aussi Oshi Sato dans la série Enterprise. Alors, je suis pas certain qu'elle était japonaise, mais qui était sur la passerelle et qui est un personnage qui avait vachement d'importance. Ouais, oui, ça c'est toujours, il y a des intentions, et puis comment ils le font, je sais bien, je sais bien qu'il y a souvent l'attention dans Star Trek et puis l'exécution qui peut après être Ouais, problématique. C'est vrai que Harry, pardon. ouais. Oui, c'est vrai que Sulu aussi, on l'a présenté en train de faire du. Bon, moi, on lui a fait faire de l'escrime, mais pas du kung-fu, c'était Ah déjà ouais, ça. et puis même ça, en garde, Richelieu, il parlait français. Voilà, C'est quand même. super cool. Ouais, on voyait Alors qu'il. que John Cho, du coup, fait de l'escrime, mais kung fu style, hein. Donc c'était Ouais, on assez peut pas tout surprenant. avoir. Non, non, mais voilà, c'est toujours l'exécution. Hoshi Sato, oui, donc, comment dire, l'actrice est coréenne, je pense, en tout cas, elle n'est pas japonaise. Oui, ça, c'est souvent, hein, on casse des Coréens pour des jeux de personnages japonais. Ça, c'est. Tant qu'on leur demande pas de parler, parce que ça, c'est l'horreur. Parce qu'évidemment, on casse des acteurs qui sont pas japonais dans des rôles de japonais, et puis après, on leur demande de dire des lignes des japonais, je comprends rien. Mais c'est vrai dans le sens inverse, hein, quand on casse des acteurs pour jouer des rôles chinois qui sont pas chinois. Enfin, bref. Mais oui, c'est moi et mon fils, qu'est-ce qu'on rigole. Je sais pas, cette semaine, on regardait les Tortues Ninja avec mon fils, et il y a Shredder qui est supposé être japonais. Il dit des phrases en japonais, on comprend rien à ce qu'il dit. Aïe. Ah oui, aussi, pour donner un autre exemple que j'aime bien, c'est dans la série Daredevil, il y a les ninjas de la main, là, il y a des personnages chinois, et les Chinois se plaignaient de pas comprendre les personnages chinois qui parlaient mandarin, et moi je comprenais rien des personnages japonais, donc aucun des personnages ne parle la bonne langue. Ah merde, c'est ouf. Parce que Ah ouais, ouais, ouais. pourtant, Daredevil a été vachement reconnu, mais c'était plus par rapport aux Russes, hein. Le russe parlé était très bon apparemment. Mais, Ah ouais, d'accord. mais c'est. C'est marrant parce qu'aux États-Unis, ils ont toutes ces communautés. C'est quand même pas dur d'engager des acteurs de la bonne communauté qui savent parler dans la bonne langue. Surtout, bon, allez, les Japonais, je peux encore comprendre, mais les Chinois, ils ont des communautés chinoises ils auraient suffisamment potentiellement d'acteurs capables de parler réellement en mandarin sans accent. Ouais, non, c'est fun. Mais ouais, non, Hoshi Sato, elle est pas japonaise. Mais par contre, donc Hoshi, ça veut dire étoile, hein, évidemment, en japonais. Donc elle s'appelle Étoile. Bon, c'est Sato. Bon, ça c'est son nom de famille, mais ouais, elle Ah, s'appelle Madame Étoile en fait. Par contre, Sulu, ça c'était. Là, ils ont corrigé une erreur parce que Sulu, c'est un nom qui n'existe pas en japonais. En plus, il n'y a pas de L en japonais, donc un japonais qui aurait un nom avec un L, ouais, un japonais qui aurait un nom avec une lettre qui n'existe pas en japonais, c'est un peu bizarre. Mais enfin, d'ici le 23e siècle, les Japonais auront inventé la lettre L et pourront faire un nom en Sulu, je suppose. Et puis bon, rien n'empêche qu'il ait un ancêtre, je sais pas, Oui, ça sonne quoi, européen? Je sais pas, donc ouais, peut-être. c'est ce que je dis. Parfois, il y a des bonnes intentions. Après l'exécution, c'est un autre problème. Enfin, on peut dire qu'au moins, le rêve de Roddenberry, ils ont fait des efforts. À chaque fois, parfois, ils échouent, mais ils font des efforts. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Est-ce que ça suffit vraiment? Est-ce qu'il y a d'autres points? Parce que moi, ben, tous les points que je voulais aborder, je les avais notés et voilà, on les a abordés. Donc, Non, non, j'étais. pour moi, c'est nickel. Je pense qu'on a fait, ouais, on a fait au moins une bonne demi-heure, si pas plus. Donc, il faut pas non plus que ça soit trop long. Je Mhm. crois que les gens ont compris qu'on a vraiment adoré le bouquin et qu'il faut absolument le lire. Ça leur Oui. apprendra plein de trucs. Il est à 20 dollars US, 26 canadiens pour le moment. Je sais pas, j'ai pas entendu la moindre rumeur, mais probablement qu'un jour ou l'autre il sera traduit en France si vous ne parlez pas l'anglais. Sinon, c'est quand même très compréhensible. Parce que ben, c'est apporté. Comment ça se fait que je perde ce mot depuis tout à l'heure? J'essaye de le dire, mais je ne le trouve pas. C'est vraiment pour apprendre ce qui se passe. Donc les termes utilisés sont assez simples. Les dialogues, ben, voilà, on a beaucoup de dialogues d'enfants, donc c'est très simple à comprendre. Donc même si votre niveau d'anglais est tremblotant, n'hésitez pas. Ça peut même presque vous aider. Ouais, Euh, je oui. voudrais quand même mettre un dernier bémol après tout ce qu'on a dit. Euh, Parce que ça, on sait qu'à l'heure actuelle, les sentiments anti-américains sont très très forts, hein. Dans mes classes, quand on parle du Japon et de la Seconde Guerre mondiale. À l'heure actuelle, on sait bien qu'on aime détester l'Amérique. Ça fait partie du sport national en Europe. Euh,
rappeler quand même que les Japonais ont fait des choses horribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que voilà. Et par exemple, bon, les Américains ont peut-être mis les Japonais en camp de concentration, mais les Japonais de leur côté, ils ont fait des choses encore moins sympas, hein. Donc, quand on lit ça, il faut pas oublier l'autre côté de la balance non plus, quoi. En gros, c'est que moi, je dis toujours, personne ne sort glorieux de la guerre, hein. On a tous fait des choses horribles. Mais je pense qu'il faut pas non plus. En plus, non, mais je sais bien en France, voilà, on est dans l'époque manga, etc. Donc on a tous le Japon et puis on déteste tous les États-Unis. Donc, enfin, je dis tous, mais je caricature, mais vous me comprenez, quoi. On a facilement ce genre de sentiment en nous et donc forcément on prend le parti. Émotionnellement, on va vite vers les Japonais en se disant ah et puis ces connards d'Amérique. Oui, c'est Mais très facile, hein. je pense qu'il faut éviter ce réflexe. Et c'est vrai que moi, quand je commence à raconter, voilà, les dames de compagnie japonaises, donc les faits que les Japonais ont forcé les Asiatiques du continent asiatique, les femmes asiatiques à se prostituer parce que voilà, ils voulaient que leurs soldats aient accès facilement à des prostituées et qu'évidemment ils ont pris des mineurs parce que voilà, et donc tout d'un coup les Japonais apparaissent sous un moins bon jour. Donc il faut quand même, bon là voilà, on parlait du côté où les Américains. Et forcément, les Japonais qui ont été mis aux États-Unis en camp, ils n'étaient pas responsables de tout ça. Ils y étaient pour rien, ils étaient innocents. C'était des immigrés de première ou de deuxième génération. C'est pas eux qui faisaient la guerre. Mais quand on lit ça, voilà, je voulais quand même rappeler, les Oui, oui. Japonais ont fait des choses horribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas directement oublier ça, quoi, je dirais, hein, quand même. Et puis Georges Takei le dit et il rappelle que son père également aime énormément les États-Unis. D'ailleurs, il s'appelle Georges en hommage. Ah non, c'est un roi d'Angleterre, pardon. Mais enfin, il le rappelle à plusieurs moments que il faut pas l'oublier, mais c'est pas une raison pour haïr les États-Unis. Puis bon. C'est un peu consensuel ce que je vais dire, mais les États-Unis, c'est un pays tellement large et tellement immense que c'est très 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 compliqué de guider un pays entier comme ça de cette taille. Enfin bref. Juste, ouais, pardon. Non, non, je pense qu'il est temps de prendre congé de nos Ouais. auditeurs, hein. Non, j'allais juste parce que là je viens d'ouvrir le bouquin et je viens de tomber sur la première page et j'avais oublié que, comme je disais au début de l'émission, Georges a 4 ans et la première scène où il est réveillé par son père pour partir, moi, elle m'a brisé le cœur et j'étais en larmes à la 4e page parce que ben, voilà, je me voyais aller secouer mon fils de petit matin et lui dire allez vite, vite. Donc c'est quand même assez émotionnel. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. On vous conseille tous les deux vivement la lecture de cet ouvrage They Called Us Enemy par Georges Takei et d'autres personnes. Et voilà, ben, bonne journée Jean-Michel. Oui, à une prochaine probablement. Bon, au revoir à tout le monde, hein. Au revoir, à bientôt.